Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 19. Tout augmente. C'est un refrain, j'ai l'impression que l'on entend depuis toujours, mais qui ces derniers temps fait un retour fracassant. Tous les produits sont touchés, tous les services, tous les secteurs d'activité. Et le whisky ne fait pas exception, bien au contraire. En tant qu'amateur de whisky, on a tous en tête au moins un nom de distillerie qui ces derniers mois ou ces dernières années a augmenté ses tarifs de façon exponentielle. Personnellement, les premiers noms qui me viennent à l'esprit sont Dalmore et Springbank. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais dans ce contexte, j'ai décidé de vous dévoiler mon top 5 des distilleries qui, selon moi, sont sous-cotées. Alors d'abord, qu'est-ce que j'appelle une distillerie sous-cotée? 3 critères principaux. Premier critère, c'est une distillerie qui n'attire pas la lumière des projecteurs, qui reste méconnue et qui ne bénéficie pas de la reconnaissance, ou du moins pas encore de toute la reconnaissance des amateurs de whisky. Deuxième critère, et là, c'est un peu moi qui l'ai choisi de manière arbitraire, mais ça me permettait de faire le tri parmi beaucoup de distilleries, c'est une distillerie qui dispose d'au moins un embouteillage officiel. Donc ça élimine énormément de distilleries que l'on ne retrouve que chez les embouteilleurs indépendants, parmi elles des distilleries que j'aime beaucoup, comme Deluhen ou Linkwood par exemple. Donc c'est une distillerie qui doit disposer d'au moins un embouteillage officiel, et cet embouteillage doit être plus ou moins accessible au plus grand nombre. Troisième et dernier critère, c'est une distillerie dont les embouteillages ont un rapport qualité-prix convaincant. En tout cas, selon moi. Évidemment, tout cela reste très subjectif. Certaines distilleries de ce top 5 vont répondre plutôt au premier critère, d'autres plutôt au troisième critère. Au final, c'est un peu un mélange des trois qui aurait pu produire d'autres résultats. Et d'ailleurs, il ne concerne que des distilleries écossaises, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais on aurait très bien pu imaginer qu'une distillerie irlandaise ou américaine ou même d'un autre pays du monde fasse partie de ce top 5. Allez, c'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la distillerie à la 5e place. Et donc à la 5e place du classement, on retrouve la distillerie Knockdhu qui produit le single malt Anok. Knockdhu dans le patois local, ça veut dire la colline noire. C'est une des rares distilleries qui produit un single malt dont le nom est différent de celui de la distillerie lui-même. C'est peut-être la distillerie pour laquelle j'ai le plus hésité à l'intégrer dans ce top 5. Le whisky que je vous invite à découvrir, qui est le plus accessible de la gamme, c'est le 12 ans d'âge, qui n'est pas coloré, mais qui est filtré et réduit à 40 degrés d'alcool. C'est un whisky qui coûte quand même sur le marché français aux alentours de 50 €, donc c'est pas donné vu les caractéristiques. Léger, floral, subtil, pas herbassé mais un peu végétal, assez complexe. C'est un whisky sans artifice mais pas sans intérêt. Dans la gamme Anok, il existe également un 16 ans d'âge qui était magnifique mais qui a été arrêté et que l'on trouve quasi plus nulle part. Il existe aussi un 18 ans d'âge dans la gamme ainsi qu'un 24 ans d'âge, hors de prix évidemment. La distillerie embouteille également quelques emboutteillages tourbés, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les goûter. À la 4e place de ce classement, la distillerie Tobermory. La distillerie Tobermory, elle est située sur l'île de Mull, qui est sur la côte ouest de l'Écosse, au nord de l'île d'Islay, en face de la ville d'Oban. Donc la distillerie a été fondée sur cette île en 1798. Elle est surtout connue pour son embouteillage tourbé, qui s'appelle l'Etcheg. On les retrouve notamment beaucoup chez les embouteilleurs indépendants. En revanche, le single malt éponyme de la distillerie, Tobermory, il est beaucoup moins connu. La gamme ne comporte d'ailleurs pas beaucoup d'embouteillages différents, pas beaucoup de versions différentes, et celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Tobermory 12 ans. C'est une toute petite distillerie, d'ailleurs les locaux sont si petits que une majorité des fûts en stockage, en vieillissement, ne sont pas dans les locaux de la distillerie eux-mêmes, mais bien sur le continent, chez Deanston, ou alors sur l'île d'Islay, chez Bunnahabhain, par manque de place. Donc la plupart des whiskies de Tobermory ne vieillissent pas dans les locaux même de la distillerie, mais ailleurs, chez des concurrents. Donc c'est un whisky qui est non coloré, non filtré à froid et qui est embouteillé à 46,3 degrés d'alcool. Jusqu'à il y a peu de temps, les Tobermory non tourbés étaient considérés comme des whiskies un peu bas de gamme, et notamment le prédécesseur de cette version 12 ans, le 10 ans,
qui était un whisky très moyen. Mais les choses ont changé depuis un changement de propriétaire récemment et le lancement en 2019 de cette version 12 ans d'âge, le whisky Tobermory est devenu un whisky de qualité avec un profil aromatique tout à fait particulier. Donc un nez qui est très agréable, sur la douceur, le fruité, le miel, on sent tout de suite la rondeur dans ce whisky et un peu de maturité. Donc un nez très accessible qui plaira à beaucoup de monde. Slanger. Le whisky en bouche est plus complexe, plus puissant. C'est un profil qui fait la part belle au distillat. Donc c'est un whisky qui va surtout jouer sur la céréale. Voilà. Céréalier, mielé, un tout petit peu d'épices, les fruits mûrs dans un premier temps, la douceur, la vanille et dans un second temps, le côté céréal qui enveloppe bien le palais et qui domine le reste du profil aromatique. Donc voilà, sur un marché qui a de plus en plus tendance à privilégier les finishes, à privilégier les fûts très actifs, là on est sur quelque chose d'old school, de classique et pourtant très bien fait, complexe, un whisky que je vous recommande vivement de goûter. Après Tobermory, à la 3e place du classement, on retrouve la distillerie Glengarry. Donc Glengarry, qui a une prononciation tout à fait particulière, puisque le nom s'écrit Garrioch. C'est une distillerie des Highlands, parmi les plus anciennes d'Écosse. Elle a été fondée en 1797, c'est-à-dire un an avant la distillerie Tobermory, et elle se situe près d'Aberdeen, donc dans le nord de l'Écosse continentale. Donc Glengarry, c'est peut-être la distillerie la plus méconnue de ce top 5. Moi je l'ai découvert sur le tard, et je ne connais vraiment qu'un seul de ces whiskies, le 12 ans d'âge, donc de la gamme officielle, ni filtré, ni coloré, et embouteillé à 48 degrés d'alcool. Complexe et old school, on n'en fait plus des whiskies comme ça, et que je vous recommande fortement de goûter. C'est un whisky où on sent la maturité, où on sent la complexité, à la fois du distillat, mais aussi des fûts utilisés, et c'est bien sûr un whisky qui est très influencé par les fûts de sherry qui sont utilisés, donc qui me plaît particulièrement. Peut-être la difficulté sur cette distillerie, c'est de trouver ces embouteillages, de trouver ces whiskies. Même cette version de 12 ans, il y a bien sûr la version Founders Reserve, qui est l'entrée de gamme de Glengarry, mais qui est beaucoup moins intéressante que le 12 ans d'âge. Beaucoup moins complexe, beaucoup moins puissante en bouche. Il y a également des emboutteillages plus âgés, des 15 ans d'âge notamment, et des brutes de fût. Mais toutes ces versions, soit sont quasi introuvables, notamment pour les versions âgées, ou alors ont beaucoup moins d'intérêt que ce 12 ans. Voilà, donc c'est un peu pour cela que la distillerie Glengarry n'est que sur la 3e marche du podium. J'aimerais beaucoup que leur cœur de gamme s'étoffe et que le whisky devienne plus accessible sur le marché français. Si vous tombez sur une bouteille de 12 ans d'âge, n'hésitez pas, allez-y, c'est un whisky qui est exceptionnel. Sur la 2e marche du podium, on retrouve la distillerie Tullibardine. Encore un nom qui est assez méconnu sur le marché du whisky, mais c'est un nom qui, croyez-moi, va monter dans les années à venir. Tullibardine, c'est une distillerie qui a été fondée en 1949 seulement, donc après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une distillerie dans le microcosme du whisky écossais qui est assez jeune. C'est pourtant une distillerie qui a connu déjà beaucoup de hauts et surtout de bas. C'est une distillerie qui a fermé à plusieurs reprises et qui a connu surtout plusieurs changements de propriétaires, dont le dernier en 2011. Et c'est ce dernier changement de propriétaire qui a amélioré la situation vraiment chez Tullibardine et qui a surtout fait que ces whiskies sont de bien meilleure qualité aujourd'hui. Nogdu, ça voulait dire la colline noire, et Tullibardine, dans le patois local, ça veut dire la colline avec vue. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des collines. Par contre, c'est une distillerie qui s'est vraiment développée ces dernières années et qui dispose maintenant d'une gamme permanente assez étoffée, avec notamment pas mal de NAS, de whisky sans mention d'âge, ni 10 ans ni 12 ans dans la gamme permanente, la première mention d'âge, donc le 15 ans, le Tullibardine 15 ans, et qui pour un prix de 60-65 € maximum, surprendra plus d'un amateur confirmé. Mais surtout, que dire de ces embouteillages-là, donc des éditions limitées, la collection de Mark West. Celui-ci, c'est le Tullibardine The Murray, donc vintage 2005 et embouteillé en 2020. C'est donc un 15 ans d'âge qui a été vieilli dans des fûts de Bourbon et de Sherry. On peut tout de suite voir la montée en gamme de Tullibardine, notamment déjà sur le marketing. Une boîte qui en jette, voilà, avec son ouverture comme ceci, son ouverture aimantée. L'étiquette
est sur un toucher peau de pêche, hein, voilà, je sais pas trop comment ils font ça. Tous les codes du whisky haut de gamme sont là, sur la boîte, sur la bouteille, et pourtant c'est un whisky qui vaut à peine 65 € pour un 15 ans d'âge, c'est tout à fait correct. On est évidemment sur un whisky qui est ni filtré, ni coloré, et qui est embouteillé à 46 degrés d'alcool. Je vous conseille vraiment de découvrir cette collection The Marquess. Donc on sent tout de suite l'influence du fût de sherry au nez. On a ce côté noix, mais également cette sucrosité. Donc je pense qu'il y a un mélange de fût de sherry entre de l'Oloroso peut-être, et sans doute également du Pedro Ximénez. Donc on a les fruits noirs, les fruits très mûrs. Évidemment le distillat est un peu en arrière-plan, mais on a un nez qui est assez fin, très équilibré. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est plus fin pour moi, c'est un meilleur nez, un plus joli nez que le Glenallachie 12 ans. Slange. Donc la bouche est dans la continuité du nez, subtil, voilà, c'est le mot. On est sur un whisky très rond, assez sucré quand même, hein, avec de la noix, des fruits mûrs, une petite amertume mais vraiment légère. On a quand même un peu de vanille et de caramel, hein. On sent l'influence du fût de Bourbon également, et surtout c'est quelque chose de très équilibré. Donc c'est un whisky vraiment très accessible qui plaira à beaucoup de monde, hein, parce que c'est un palais vraiment où le sherry n'a pas ce côté parfois une amertume trop prononcée. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être une texture un peu en deçà de ce que j'attendais. Voilà, c'est agréable, mais c'est pas très enveloppant au palais. Et la longueur en bouche aussi. La longueur en bouche, elle aurait pu être portée par la puissance alcoolique et par la texture. Là, je trouve que ça s'évanouit assez vite. Mais à part ça, ça reste un très bon whisky. Pour la qualité perçue, le packaging, l'âge et également ses caractéristiques, hein, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46, je vous recommande de goûter au moins un embouteillage de Tullibardine et particulièrement de la collection The Marquess. Voilà, et bien on va passer à la première place de ce classement, de ce top 5 des distilleries sous-cotées, et pour moi, la première place revient à Benromach. Par rapport à d'autres noms ronflants comme Macallan, Dalmore, Springbank, voilà, c'est un whisky qui reste quand même en seconde ligne, on va dire. Il n'y a vraiment que les amateurs confirmés qui peuvent connaître Benromach. C'est une distillerie qui, par rapport au standard écossais, est assez petite, et surtout c'est une distillerie qui appartient à l'embouteilleur indépendant Gordon & MacPhail, qui lui par contre est un des plus gros embouteilleurs indépendants de whisky au monde. Benromach, c'est une gamme qui s'étoffe sans arrêt et qui s'étoffe dans la qualité. Le whisky de référence pour moi, c'est le Benromach 10 ans, qui se trouve autour d'une cinquantaine d'euros. Pour ce prix-là, certes, on a un whisky qui est filtré, embouteillé à 43 degrés d'alcool, mais qui est exceptionnel, qui est vraiment très très bon. Je le mets sur un pied d'égalité avec le Springbank 10 ans, sauf qu'il coûte maintenant quasiment 2 fois moins cher. Mais on a également un 15 ans, voilà, qui est également très très bon. On va pas dire qu'il est vraiment au-dessus du 10 ans, mais qui est encore un cran plus élevé et que l'on trouve encore à un prix raisonnable, hein, autour de 80-85 €. Et on a également pas mal d'éditions limitées et de NAS qui jouent sur les variétés d'orge, qui jouent sur les finishes. Les premiers NAS étaient de qualité assez irrégulière, hein, parce qu'ils utilisaient des fûts un peu exotiques. Même les NAS ces derniers temps sont montés en gamme, sont montés en qualité, sans que leur prix n'explose. Donc vraiment Benromach, c'est une distillerie que je vous invite à suivre. Alors bien sûr, elle correspond de moins en moins aux critères de manque de reconnaissance, mais elle garde quand même un rapport qualité-prix assez exceptionnel, et par les temps qui courent, c'est vraiment le plus important. Je vais déguster avec vous le Benromach 10 ans, qui pour moi est une référence et qui a remplacé dans mon cœur RIP le Springbank 10 ans, qui est devenu hors de prix et quasiment introuvable. Un nez, on sent déjà toute la complexité de Benromach. On a à la fois le distillat, le finish, le sherry et cette fumée légère façon barbecue. Aucun alcool, de la douceur, du fruité, de l'amertume, un peu de sucrosité, cette fine fumée qui vient équilibrer et complexifier le tout. Slange. C'est un whisky qui nous fait regretter pas mal d'achats, et même si précédemment le Tobermory et le Tullibardine Doublewood 15 ans n'ont pas démérité, hein, ce sont tous les deux des très bons whiskies, mais là quand on prend le Benromach, on est tout de suite un cran au-dessus, dans la complexité, dans la longueur en bouche, dans la texture, voilà. Il y a de la maturité, il y a ce côté cuir, voilà, qui revient dans les whiskies très matures, le côté sherry très fin, une toute petite sucrosité mais équilibrée,
par l'amertume, les fruits noirs, le côté noix, cette fumée façon sauce BBQ qui revient et qui apporte encore une touche de complexité supplémentaire et qui reste en bouche pendant... Voilà, donc le Benromach 10 ans pour moi c'est une référence. C'est un de mes whisky références, aux côtés du Highland Park 10 ans, du Redbreast 12 ans par exemple. Je ne vous le recommanderai jamais assez. Et bien sûr, je vous recommande les whiskies, les NAS de la gamme Contrast et également le 15 ans d'âge, première, la distillerie Benromach. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo, pour ce top 5 des distilleries sous-cotées. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et notamment à m'indiquer quelle distillerie j'aurais pu oublier dans ce top 5 des distilleries sous-cotées. Restez connectés, il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent sur Malte à propos et notamment de dégustations que je suis assez impatient de faire en votre compagnie. Donc restez connectés, restez attentifs, continuez à vous abonner, on a dépassé le cap des 100 abonnés, même des 110 abonnés, je suis très content. Et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.